Avant d'ouvrir ce conseil communautaire, je vais tout d'abord laisser la parole à M. Perrin, point là-bas, notre nouveau directeur en poste depuis le 2 novembre. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si, c'est bon. Voilà, très bien. Écoutez, oui, je m'appelle Régis Perrin. J'ai 49 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Je suis originaire du Bourg-sous-la-Roche, donc je suis un pur Vendéen. Au niveau des collectivités, donc j'ai exercé dans différentes collectivités. J'ai commencé ma carrière au niveau de la commune de Beaurepaire, près des Herbiers, où j'ai exercé 5 ans en tant que secrétaire général. Et puis, en novembre 2002, je suis rentré à la commune de Saint-Fulgent. Maintenant, on dit Saint-Fulgent-et-Essarts parce qu'il y a eu une fusion en 2017, où j'étais le DGS, et j'avais une double direction. J'avais également la direction d'un syndicat, un syndicat mixte du pays du bocage vendéen, qui regroupe 6 communes, nord-est Vendée, avec une population de 180 000 habitants à peu près, où le syndicat était chargé des compétences cotes, du tourisme au niveau de Vendée-Vallée, et puis également une politique de contractualisation, notamment avec la région. Voilà. Écoutez, je suis ravi d'être DGS de cette belle commune avec ce beau territoire. Et bien entendu, je suis à votre disposition vous pouvez me contacter et pour commencer à travailler les dossiers. Voilà. Merci. Merci beaucoup et puis évidemment bienvenue à vous dans notre superbe communauté de communes. Alors, je vais commencer par les pouvoirs. Alors, Éric Sautreau qui donne pouvoir à David Marcheguet, Martine Sosso donne pouvoir à Arnaud Bouget, Serge Kubrick à Béatrice Pierre, Laurent Huget me donne pouvoir, Olivia Bertrand donne pouvoir à Arnaud Charpentier, François Hudevin à Dominique Bonin, Denis Lesage à Jean-Philippe Charrier, Fabienne Parpaillon à Yveline Thibault, Annie Saurin à Stéphanie Le Goff, Ninon Lacollet à Michel Feuillet, Éric Pelot à Laurence Peigné, et puis Isabelle Touzeau à Pierre Careil. Mais nous avons quorum, pas de souci, nous allons pouvoir ouvrir ce conseil communautaire. Première petite chose, secrétaire de séance. Alors, j'avais en proposition Fleur et vous, mais je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vue. Pascal Pacro. Pascal ? Oui. Ok. Pour être là ? Ok, je te remercie. Donc, Pascal Pacro en secrétaire. Alors, avant de rentrer dans les points plus formels, juste un aparté qui concerne ce qui s'est déroulé lors du conseil communautaire du mois dernier concernant la GEMAPI. C'est un sujet sur lequel, bien entendu, nous reviendrons. Ce soir, vous pouvez le constater, Laurent et Éric sont absents. Entre le congrès des maires, on arrive juste à la fin. Certains ont réussi à arriver à temps, merci. Pour d'autres, ils sont en chemin. Donc c'était délicat d'aborder ce point ce soir. Jam est présent ce soir parmi nous. Sincèrement, je pense que c'est vraiment un manque d'explication, un manque de communication qui a suscité les échanges de l'autre soir. Depuis ce dernier mois, donc Éric, Laurent et puis Jam se sont rencontrés, nous aussi, hein, on les a rencontrés avec Nicolas. Chacun a exprimé évidemment son point de vue et surtout chacun a exprimé ce qu'il avait compris, ou le dossier de compréhension sur le dossier. Tout cette compréhension, elle vient aussi en fonction de l'écriture du papier, mais on sait très bien que ce sont des dossiers extrêmement complexes sur lesquels on n'est pas seul acteur. Comme des communes, le syndicat, mais au-delà, on a l'État, la région, le département. Donc, si vous voulez bien, nous y consacrerons un temps long d'explication, de compréhension, par l'ensemble, c'est-à-dire que par Jam, Laurent et Eric, éventuellement sur les finances aussi, Nicolas s'il veut. Donc on reviendra vers vous prochainement sur un conseil communautaire, c'est-à-dire qu'on y consacrera un petit moment. Alors je ne pense pas que ça puisse être sur décembre parce qu'on a quand même un conseil communautaire assez dense, mais en tout début d'année, il serait important de revoir ce sujet, qu'on puisse aussi peut-être répondre à des interrogations que ça a suscité. Voilà, c'était juste un petit aparté que je voulais faire avant les points plus formels de ce conseil.
Alors, le premier point, ce qui concerne l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 21 octobre 2021, justement, y a-t-il des observations? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Éric Sautreau s'abstient, d'accord. Okay. Merci beaucoup. Ensuite, les secrétaires, je l'ai fait. Ensuite, vous aviez eu la présentation des délégations consenties par le Conseil communautaire, que ce soit au bureau ou à moi-même. Y a-t-il des questions, des observations? Non, très bien. Je vous remercie. On est parti avec le premier point qui est un renouvellement des membres de la commission d'appel d'offres. Et donc là, on va de nouveau voter. Vous aviez chacun un petit... on vous a remis une enveloppe et une petite liste avec donc des candidats potentiels. Vous l'avez sous les yeux. Y a-t-il d'autres candidats? Ben non, de toute façon, le dépôt des listes était fixé jusqu'à aujourd'hui 17h. Je le découvre en même temps. Je relis. Donc, je vais vous demander, du coup, dans ces cas-là, de procéder au vote. Je mettrai à contribution Arnaud. Oh, c'est bête. Puis du coup, on va mettre le secrétaire séance, du coup, et Pascal pour dépouiller après. Et donc, j'ai demandé à Stéphanie et à Jessica de procéder au vote. Donc, vous avez une liste qui est sur table avec l'enveloppe correspondante. Alors, tout simplement parce que vous savez qu'on a eu une démission de Claude Balvet, qui faisait partie de cette commission d'appel d'offres. Donc, il a fallu restructurer la commission d'appel d'offres. Hein? Oh, s'il te plaît, Jeanne.
Allez, on reprend. Donc, hop, à l'issue du dépouillement, donc les listes composées de, alors si je la retrouvais, ce serait bien, en membres titulaires, donc Patrice Gendronneau, Éric Sautreau, Nicolas Vanier, Pierre Carré et Lisiane Moreau. 5 membres suppléants, Gilles Vattiot, Guy Barbeau, Dominique Bonin, David Pelletier, René Froment, donc élus à l'unanimité. Voilà l'équipe qui siégera sur les commissions d'appel d'offres. Merci beaucoup. Et puis pour le point suivant, je passe la parole à Nicolas Vanier. Merci Présidente, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc la première délibération concernant, c'est une décision modificative, la 5e pour le budget principal, le 700. On vous propose qu'un vote de crédit supplémentaire et un virement de crédit doivent être réalisés. Pour le fonctionnement, on vous propose de minorer les recettes pour ce qui concerne le produit et services du domaine de 51 750 €. Ça concerne la refacturation du personnel sur le budget SPANC, puisque vous le savez, les contrôles de bon fonctionnement sont en cours, quasiment en cours. Je suis bien concerné puisque c'est ma commune qui va être la première contrôlée. Donc il y a un petit sujet en ce moment. Et donc les contrôles, on imaginait en faire un petit peu plus cette année, ce qui ne sera pas le cas. Donc on vous propose donc de minorer encore une fois le montant des recettes. En revanche, sur le budget 702, donc le budget de déchets ménagers, là on vous propose d'inscrire une recette supplémentaire de 17 100 €. Et puis pour équilibrer cette section de fonctionnement, on propose de minorer les dépenses imprévues à hauteur de 34 650 €. Pour la partie investissement, c'est un virement de crédit qui doit être opéré pour les attributions de compensation. Donc au 041, on propose de minorer de 519 171 €. Et donc pour le 204, d'inscrire ce même montant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions modificatives ? Pas de questions, je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Fait, merci. La délibération suivante, elle a déjà fait donc l'objet d'un échange lors du Conseil communautaire de septembre. Donc simplement, vous le savez, c'était lié à des amortissements qui n'avaient pas été opérés sur les bons budgets. Donc on vous propose exactement la même délibération, simplement à l'époque, comment dirais-je, le budget déchets ménagers était en nomenclature en M14. Il a depuis été nomenclaturé en M4, à la demande donc du préfet. Et donc on avait proposé d'inscrire sur le 2158 cette fameuse écriture en investissement, sauf que cet article-là n'existe pas dans le cadre de la M4. Donc il faut l'inscrire au 2188 pour qu'on soit parfaitement conforme sur ce budget. Voilà. Est-ce que vous avez des observations, des questions ? Pas d'observations ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Parfait, merci. Dernière décision modificative de la soirée, elle concerne donc le budget ménager, on vient d'en parler. Donc là, effectivement, on vous propose d'inscrire des recettes supplémentaires à hauteur de 33 900 €, puisque ça tient compte de la facturation. On a des redevances supérieures au montant qu'on avait imaginé au moment de la construction du budget. Et puis, pour équilibrer, on propose d'inscrire un certain nombre de dépenses sur le 658, sur le 6215 et puis sur le 022, les dépenses imprévues de fonctionnement. Et on arriverait donc à un équilibre à hauteur de 33 900 € sur cette section de fonctionnement. Des questions ? Pas de questions. Je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Parfait, merci. Les deux délibérations suivantes sont du même ordre. C'est une demande de remise gracieuse pour un déficit de caisse. La première, donc la 5e délibération, c'est sur la régie de recettes de la cuisine centrale. On a subi un vol. Donc la caisse présente un déficit de 112,80 €. Le cambriolage, on le précise, a eu lieu en novembre 2020. Le régisseur nous demande une remise gracieuse du montant dont je viens de vous parler, à savoir 112,80 €. Et ce qui vous est proposé, c'est bien sûr de donner une suite favorable à cette demande de remise gracieuse d'un montant de 112,80 € et de procéder à l'épurement du déficit dans le cadre de cette remise gracieuse. Des questions ? Oui ? D'assurance ou de cautionnement ? Si, bien sûr. Le régisseur, comme tous les régisseurs, ils sont effectivement assurés. Maintenant, la possibilité, en tant que collectivité,
établissement public pour être plus précis, pour la Comcom, d'accorder cette remise gracieuse. C'est vrai que vous savez, les régisseurs ont une responsabilité qui n'est pas forcément simple. La difficulté qu'on pourrait avoir si on n'acceptait pas cette demande, ce serait d'avoir des régisseurs qui finalement n'acceptent plus demain de subir cette charge. Ceci dit, ils ont quand même une indemnité de responsabilité. Oui, je sais. Qu'on pense Mais on est sur du cambriolage, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un événement assez particulier, puisqu'on n'est pas sur, je dirais, un déficit de caisse constaté à l'issue d'un exercice de clôture en fin de journée. On est sur un événement très particulier, et vous verrez que la délibération suivante, c'est exactement la même chose, c'est sur du cambriolage. Donc on est quand même là sur une responsabilité assez lourde, pour laquelle, effectivement, on peut comprendre que les agents aient envie de ne pas solliciter leur assurance. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison. Ils sont assurés. D'autres questions? Pas d'autres questions? À ce moment-là, je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Parfait, merci. Et donc, effectivement, comme je le précisais, la délibération suivante, elle concerne également donc, une remise gracieuse, en l'espèce là pour la médiathèque de Luçon. On a également subi un cambriolage en date du 15 février 2021, et là le montant du déficit est de 427 euros 70, et même le régisseur nous sollicite pour une demande de remise gracieuse. Des questions également sur cette délibération? Même principe. Comment? L'assurance peut intervenir. Encore une fois, là, les régisseurs, si vous voulez, on est sur quelque chose d'assez spécifique, parce qu'on est sur du cambriolage. Donc la difficulté qu'ont les agents, c'est que eux considèrent que c'est pas de leur responsabilité, même si ça l'est, puisqu'après tout, ils sont effectivement gestionnaires des deniers publics, mais ils considèrent que c'est pas de leur fait. Autant, encore une fois, quand on est sur une erreur de caisse, on pourrait considérer que c'est de leur faute, et auquel cas, là, bien évidemment, on leur demanderait à ce qu'ils activent leur assurance. Là, en l'espèce, c'est un fait commis par des tiers dont ils n'ont absolument pas de marge de manœuvre. Donc eux, si vous voulez, on va dire à ce moment-là, c'est peut-être aussi à la collectivité de sécuriser davantage, à la fois la cuisine centrale, à la fois les équipements communautaires. Donc, ce qu'on peut entendre, hein, l'idée étant, effectivement, c'est d'accepter de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure pour la cuisine centrale, cette demande, qui effectivement crée un précédent qu'on peut entendre. Mais c'est effectivement une responsabilité assez lourde pour les régisseurs. Alors là, ça sort de mon champ de compétences. Alors, le camion, je ne sais plus. Non, il n'a pas été retrouvé. Hein. Ouais. À la cuisine centrale? Non, il n'a pas été retrouvé. Hein? Il y avait les clés des sites? Ouais. Non, il n'a pas été retrouvé de toute façon. On a plutôt changé nos process, on s'est organisé pour changer, sécuriser les sites, voilà, pour éviter que ce genre d'incident se reproduise. Bon, c'est vrai que ça corrobore un peu les propos de la gendarmerie et du major qu'on a reçu d'une conférence des maires récemment. Les collectivités sont de plus en plus la cible, malheureusement, de malfrats, puisqu'on n'est peut-être pas non plus toujours hyper sécurisé et que ça nous oblige à repenser nos moyens de protection. Et ça, c'est un autre débat que je ne vais pas ouvrir ce soir. On abordera rapidement. Et pour la cuisine centrale, la gendarmerie va demander si les caméras qui se trouvent à Saint-Hermine on avait filmé, sauf qu'elles se sont mises en place 2-3 semaines après, en fait. Voilà, donc on l'a pas fait exprès, hein. Mais en l'occurrence, c'était pas exploitable, parce que mine de rien, toutes les plaques d'immatriculation qui passent au niveau du rond-point de la piscine, elles sont toutes photographiées. On a la liste absolument de toutes les voitures. Voilà. Et pour rejoindre ce que dit Nicolas, ça correspond exactement à ce que nous ont dit la gendarmerie la dernière fois qu'on les a vus, qu'il faudrait 11 à 12 caméras sur l'ensemble de notre territoire pour qu'on puisse capter les flux entrant, sortant et faire des recoupements. Donc c'est un travail qu'on va mener, on en a déjà parlé, mais c'est un travail qu'on va mener pour sécuriser non pas seulement nos sites, mais l'ensemble de notre territoire au niveau des cambriolages ou de la délinquance. Très bien. Concernant cette demande de remise gracieuse, est-ce que vous avez d'autres observations à formuler? Pas d'observation? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Parfait, merci. Merci beaucoup Nicolas.
Donc je poursuis avec le point numéro 7 qui concerne l'harmonisation du mode de financement de la compétence déchets et le passage à la tarification incitative. L'objet de sa délibération, c'est le calendrier de mise en œuvre. Vous le savez, on avait initialement jusqu'au 31 décembre 2023 pour uniformiser le mode de financement du service public de gestion des déchets, avec puisqu'aujourd'hui encore coexistent donc 2 territoires à la taxe, 2 territoires à la redevance. Lors du Conseil communautaire du 16 septembre, à la majorité simple, nous avons opté pour une harmonisation de financement vers la taxe. Je vous le rappelle, puisque je m'en suis exprimé le soir de ce vote, que cette harmonisation, elle est transitoire et que le travail à mener débute maintenant pour mettre en œuvre la redevance incitative sur l'ensemble de notre territoire. Je vous rappelle l'objectif qu'on s'est fixé et que vous allez retrouver dans la délibération, c'est de pouvoir passer au 1er janvier 2026 sur une redevance incitative. Je me permets de le rappeler parce que c'est important d'avoir une vision, d'avoir une prospective très claire. Et c'est écrit dans la délibération, mais c'est quelque chose que je porte. Le choix de la redevance incitative plutôt que la taxe, elle est faite pour deux raisons principales. D'abord parce qu'elle consiste à lier le montant prélevé auprès des usagers à la quantité de déchets produits. C'est aussi un outil de prévention, puisque la majorité des collectivités l'ayant mise en œuvre observent une baisse de 30 à 50% de la quantité d'ordures ménagères résiduelles collectées. Et c'est aussi une réduction de la quantité totale des déchets ménagers et assimilés qui sont pris en charge. Globalement, la redevance incitative est un outil d'amélioration de la valorisation de matière grâce au transfert important vers les collectes sélectives et les déchetteries. On a fait donc ce choix d'aller vers la taxe. Aujourd'hui, il est important de travailler sur le calendrier. Et au vu de ce que je viens de vous dire, et du travail à initier pour lequel vous avez été nombreux à nous solliciter, qui est évidemment la question de fond, qui sont les taux, puisqu'aujourd'hui notre territoire est couvert, pour ceux qui sont à la taxe, par 7 taux, plus la redevance, donc ça veut dire qu'il y a une grille avec 8 tarifs distincts. Donc c'est un travail qui va s'engager bien sûr rapidement, le travail sur les taux. C'est en grande partie pour cette raison qu'on vous propose le calendrier suivant, c'est-à-dire au 1er janvier 2023, l'harmonisation vers la taxe sur l'ensemble donc, du territoire. Au 1er janvier 2025, une facturation à blanc, c'est-à-dire la poursuite de la tarification en taxe, mais un envoi aux usagers d'une simulation de facturation en redevance incitative. Et au 1er janvier 2026, un passage à la redevance incitative. Pierre, tu veux peut-être compléter ? Je crois que tu as dit l'essentiel. C'est plutôt que entre le 1er janvier 2023 et dès 2022, nous avons un travail important à faire pour justement revoir les zonages à la taxe et les taux. Donc ça, c'est un travail pour 2022. Mais ça nous libérera ensuite pour investir du temps de 2023, 2024 et aussi 2025 pour vraiment bien préparer le passage à la redevance incitative. Parce qu'il y a quand même plein de choses à faire et donc on ne peut pas se permettre de le faire comme ça trop rapidement. D'où cette proposition de planification. Voilà. C'est-à-dire de ne pas perdre de temps pour aller faire la taxe, pour aussi répondre à une vraie demande, qui est le travail sur les taux, qui est urgent sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, excuse-moi Catherine, j'entends pas très bien. Mais le micro. Voilà. Oui, cette uniformisation, elle arriverait quand ? Du coup, alors, le niveau de la taxe ? La taxe, j'entends. 1er janvier 2023. 1er janvier 2023. Ça veut dire qu'on a, à partir d'aujourd'hui, on a 6 mois, à peu près, pour travailler les taux. C'est-à-dire que c'est un travail qu'il faut initier maintenant, pour qu'on puisse les voter fin de premier semestre, pour qu'ils soient applicables à partir du 1er janvier 2023. Ça veut dire qu'on a encore l'année 2022 avec un fonctionnement, comme on l'a aujourd'hui, 2 territoires à la taxe avec les taux existants, 2 territoires à la redevance avec les montants aussi, avec la même répartition. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller dès 1er janvier 2023 à des taux travaillés sur l'ensemble du territoire.
ça répond à une des questions que vous aviez déjà formulées, que avait formulée Catherine. Et c'est un peu pour ça que c'est une urgence, enfin de se dire, ne laissons pas courir une année supplémentaire. Et en effet, comme le dit Pierre, ça permet aussi de libérer du temps et d'aller le plus vite possible vers la redevance incitative. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des observations? Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2026, on sera à la redevance, il n'y aura plus du tout de taxe. Alors, l'idée, c'est que tout le territoire, en effet, les 44 communes, soient à la redevance incitative. Il existe aussi la taxe avec une partie incitative. Vous avez entièrement raison, on pourrait travailler sur la taxe incitative. Aujourd'hui, une grande partie du territoire vendéen est à la redevance incitative. Aujourd'hui, la taxe incitative, je me permets de vous dire, c'est presque deux mots que j'oppose. Taxe et incitatif, on n'a pas ce volet incitatif aussi prégnant, aussi important quand on est sur de la taxe, quand on est sur de la redevance. Aujourd'hui, les expériences des territoires autour de nous montrent que la taxe incitative n'apporte pas ce volet incitatif, et c'est pour ça que les territoires qui étaient au départ à la taxe incitative sont ensuite passés à la redevance incitative. La volonté, c'est d'aller vers ce travail sur l'ensemble du territoire. Et Pierre peut compléter. Non, mais tu résumes très bien. À la taxe incitative, on voit bien que les gens, il y a un faible levier, c'est un très faible levier pour inciter les gens à se comporter autrement. Et en fait, la taxe se maintient avec de l'incitatif dans les très grandes agglomérations où il est difficile de passer à la redevance. Mais ça représente actuellement, en France actuellement, il faut savoir que l'incitatif est encore très très minoritaire. Et donc, actuellement, ça représente 6 millions seulement de passages en incitatif. Et dans ceux qui sont passés, 80% sont à la redevance. Parce qu'on voit bien que là, on a un vrai levier pour modifier les comportements, réduire les volumes d'ordures, trier mieux, etc. Voilà. Et même des agglomérations moyennes importantes sont passées à la redevance incitative et ça marche. Alors c'est un vrai chantier, ça je vous l'accorde, hein, ça c'est pas comme ça, mais voilà. D'où le choix qui a été mûri, même je peux le dire comme ça. Ici, il en a été question aussi en séminaire avec vous tous. Voilà, la décision n'est pas prise comme ça, hein, c'est le fruit d'un long travail de maturation. Et puis il y a aussi, dans la délibération CDT, il y a avec le département. Aujourd'hui, 70% du département est à la redevance incitative, tout à fait. Voilà. Donc il y a un enjeu de travailler de la même façon parce que le chantier est important pour les années à venir. Là, il y a une forte pression qui s'explique pour réduire vraiment nos déchets. Et donc, voilà, il vaut mieux qu'on tire tous dans le même sens, hein, au niveau départemental, voire même à un échelon plus large. Voilà. Merci. Oui, je vous en prie. Moi, je suis un peu inquiet par rapport à nos résidences secondaires. Tout à fait. Mais... Comment est-ce qu'on va calculer la redevance? Alors, oui, ce que je peux répondre peut-être, c'est qu'en effet, merci de poser cette question-là, parce que c'est en effet un des points sensibles, on est bien conscient de cela. Hein. Ce que je peux dire seulement, c'est qu'on n'est pas les premiers à aller sur ce terrain-là. Hein. D'autres communautés de communes en Vendée et ailleurs ont fait ce travail-là aussi. Et donc, en effet, c'est pas... La question des résidences secondaires, on sait très bien qu'elle est très importante. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de temps pour mettre en place le registre de tous les foyers, hein, qui produisent des déchets. Et en résidence secondaire, c'est un peu plus compliqué, en effet, hein, que pour les résidences principales. Donc on a besoin de temps, il y aura une enquête qui va falloir faire sur 2 ans environ, hein, voilà. D'où l'intérêt de commencer dès 2023 l'harmonisation pour se concentrer ensuite sur la mise en place, en effet, du fichier de données, des investissements nécessaires aussi pour adapté, hein, à l'incitatif. Enfin, on vous en reparlera au fur et à mesure. Il y a un certain nombre d'étapes à préciser. Et on avait en effet besoin de cette décision, parce que sans cette décision, on ne peut pas lancer le chantier. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions? Non, dans ce cas, je vous
donc de valider le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l'harmonisation de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, de valider le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la redevance incitative et de m'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, notamment les demandes d'aide financière auprès de l'ADEME. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Une abstention, très bien. Je vous remercie. Et nous passons au point suivant, et je passe la parole à Jeanne Gandriot. Tu n'es pas prêt. Regardez autre chose. Alors, donc, le point 8, c'est la constitution et l'adhésion à un groupement de commandes pour le diagnostic des stations d'épuration et de réseaux d'assainissement collectif. D'accord, j'arrive. Je suis désolé. Je ne pensais pas que c'était si tôt. Bonsoir à tout le monde. Donc, ok, c'est une poursuite donc d'une convention qui existe avec Vendéo sur la compétence assistant collectif. Non, je suis pas, c'est pas la bonne celle-là. Oui, c'est le groupement de commandes. Ah oui, d'accord. Dédié à la réalisation de diagnostics est envisagé par la collectivité de Sud-Ouest littoral. Donc, vous savez qu'on a fait une étude qui est en cours sur l'assainissement collectif, qui on a fait d'ailleurs donc un séminaire sur ce point-là. Et donc, on vous propose donc de réaliser donc un groupement de commandes pour des diagnostics qui sont obligatoires, je vous rappelle. Donc ça permettrait de mutualiser les procédures, d'optimiser le diagnostic et de rationaliser les coûts. Bon, je n'ai pas d'autre chose à dire, si vous avez des questions. Donc je vous propose donc de créer un groupement de commandes pour le diagnostic des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement collectif, d'adhérer au groupement de commandes pour le diagnostic des stations d'épuration, et les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, diagnostic des stations d'épuration et des réseaux d'assainissement. Et nous, le rôle de coordinateur du groupement de la communauté de communes. Et d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention constitutive. Je peux répondre aux questions. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, c'est bon? Tu mets au point? Non, voilà, je vais. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie et je passe au point suivant. Je donne la parole à Pierre. Oui, il s'agit d'une délibération qui fait suite à deux autres déjà, puisque nous avions délibéré pour lancer un marché le marché de collecte porte-à-porte donc pour la commune de La Tranche, qui fonctionnait depuis 5 ans. C'était l'ancien SMEOM qui avait fait ce marché-là, et il s'est poursuivi, et il se termine au 31 décembre. Donc on avait lancé un premier marché qui n'a pas eu de demandeurs. Donc on a fait une délibération pour constater le côté infructueux. On est en cours, on relance un nouveau marché dans d'autres conditions. Donc à la fin du mois, on devrait avoir des éléments. Mais évidemment, le nouveau marché ne pourra pas être opérationnel au 1er janvier. Donc nous avons demandé à l'opérateur actuel, Veolia, s'il était d'accord pour prolonger de 3 mois le contrat. D'où cet avenant qui permet donc d'adapter les prix sur cette période de 3 mois. Voilà. Donc, si vous voyez Veolia, donc c'est alors sur quatre domaines. Donc, le prix pour les ordures ménagères, pour le verre, pour le papier et pour les emballages. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a une augmentation par rapport. Alors, je vais justement aller voir ça, voilà, parce qu'il y a une augmentation, notamment au niveau des emballages. L'augmentation au niveau des ordures ménagères, l'augmentation est de presque 18%. Par contre, pour emballage papier et verre, elle est de 2% uniquement par rapport à ce qui existait jusque-là. Voilà. Donc, c'est vrai que pour les 3 mois, ça nous fait un supplément sur les bases des volumes qu'on avait l'année dernière, au même moment, de 7 700 € en plus. Voilà. Est-ce que c'est clair? Voilà. Il y a des questions? Collecte porte-à-porte, oui.
Donc ces 3 mois, on continue sur les mêmes règles que le marché existant actuellement. En fait, donc, c'est en attendant le nouveau marché. Donc c'est vraiment une continuité identique en attendant le nouveau marché, puisqu'on n'a pas réussi à le conclure pour le 1er janvier. Donc le nouveau marché est en cours, donc on sera amené à le valider avec vous, je pense en janvier. En janvier. Parce que la commission d'appel d'offres aura lieu en décembre et la délibération en janvier. Voilà. On en reparlera. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Bon, qui est contre cette proposition d'avenant? Qui s'abstient? Une abstention. Une abstention. Et puis donc, merci de cet échange. Merci Pierre. On passe donc à la délibération suivante et je passe la parole à Dominique Bonin. Merci Madame la Présidente. Oui, la 10e délibération, donc ça porte sur les projets de délimiter des abords. Vous savez, donc les périmètres délimités des abords, donc ce sont les 500 mètres existants autour des monuments historiques. Donc c'est la loi donc, de 2016 qui le prévoit. Alors ça concerne bien sûr le PLU de Saint-Hermine, donc toutes les communes de Saint-Hermine qui ont effectivement des monuments historiques. Il a été prévu dans le cadre de l'élaboration du PLUI, donc effectivement des propositions de périmètre qui ont été faites par l'architecte des bâtiments de France. Ces propositions donc, ont fait objet d'une enquête publique. Cette enquête a reçu un avis favorable concernant ces PDA. Maintenant, donc, ce qu'on vous soumet aujourd'hui, c'est effectivement de proposer de donner l'accord donc, sur le projet des périmètres qui sont délimités des abords tels qu'annexés. Alors, vous avez des annexes, donc c'est l'annexe numéro 3. Elle est assez longue, parce que vous avez effectivement sur toutes les communes, effectivement, ces monuments historiques. Et donc, on vous demande de donner votre accord et puis de transmettre, bien sûr, ensuite cette délibération à la DRAC des Pays de la Loire. Je ne sais pas si les maires des communes ont des remarques à faire concernant effectivement ces PDA. Oui. Dominique. Est-ce que ça veut dire que le périmètre délimité des abords est déconnecté du PLU et sera adopté à part du PLU qui n'est toujours pas adopté, bien sûr, puisqu'on est en attente de la réponse du préfet? Est-ce que le périmètre délimité des abords, donc je répète, est-ce qu'il sera mis en place avant? Non, mais il est intégré dans le PLU. Oui, donc il est bien reconnecté tout le temps au PLU. Il est connecté, bien sûr. Donc si le PLU reçoit un avis défavorable, ça tombe. En fait, là, on reste au périmètre de 500 mètres. On reste au périmètre de 500 mètres. Ouais. D'accord. Ouais. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais... Non, c'est vrai qu'honnêtement, ces périmètres délimités, ça permet d'agencer de façon plus cohérente nos bourgs, de répondre aux attentes. Mais on va attendre, Oui, d'accord. Oui, si on prend qu'une commune comme... déjà, le périmètre tel qu'il est fait, c'est quand même une bonne chose. C'est-à-dire qu'on est quand même dans quelque chose qui est logique. C'est-à-dire qu'on déconnecte l'habitat ancien des habitations beaucoup plus récentes. Je regrette vivement que l'ABF n'ait pas répondu, parce que clairement, là, je le dis en tant que maire, qui n'a pas du tout de document d'urbanisme actuellement, je trouve ça très regrettable, en fait, le discours à la fois de défendre et de pousser les gens finalement à faire des travaux de, par exemple, rénovation énergétique, d'isolation par l'extérieur, mettre des panneaux photovoltaïques, et tous les dossiers qui peuvent être abandonnés parce que les gens ils en ont ras-le-bol, parce qu'ils sont dans les périmètres ABF avec parfois des maisons ce sont des pavillons, et ça n'a absolument aucune cohérence. Donc je voulais juste saluer quand même cette délimitation des périmètres, parce que je pense qu'on va dans le bon sens. Voilà, et c'est cohérent. En tout cas, déjà, ça réglera une partie des problèmes, parce qu'une commune comme Saint-Hermine, c'est 70% des habitations qui sont sous périmètre des monuments historiques et des bâtiments de France. Donc c'est parfois Noël tous les jours, quoi. Oui, mais là, on a cette chance d'avoir une richesse patrimoniale donc, et architecturale intéressante sur notre territoire.
Donc, ce qui est très bien. En même temps, il faut le protéger, donc ça, c'est sûr. Par contre, ce qui est regrettable, effectivement, c'est que l'ABF n'est pas répondu donc, aux requêtes faites par certains habitants. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Voilà. Les documents sont fort intéressants, si vous avez le temps de... Enfin, pour ceux qui ne sont pas de l'ex-communauté de communes de Saint-Hermine, de voir la richesse, effectivement, patrimoniale qu'avait ce territoire, enfin, qui fait partie de notre territoire, bien évidemment, aujourd'hui. Donc, on va vous le soumettre. Y a-t-il d'autres remarques? Non. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante, donc la 11e, c'est la prescription de modification du PLU donc sur la commune de Château-Guibert, concernant donc une zone à urbaniser en zone 2AU. Donc en fait, la zone de Château-Guibert est dotée d'un PLU approuvé en 2014 et elle a sollicité la communauté de communes donc sur un nouveau parcellaire de type 2AU à la Maborgère. Ce secteur de la commune a été identifié comme pôle principal d'urbanisation de la commune et l'ouverture de la zone 2AU nécessite de justifier de ses capacités d'urbanisation. Donc ça, c'est une demande qui est faite. Bon, ça se justifie grandement parce que, comme dans beaucoup de communes aujourd'hui, on peut s'en féliciter, il y a un dynamisme quand même avec une moyenne de construction d'environ 8 constructions neuves par an depuis 2015 et avec un taux très faible de vacances, 5% qui ont été notés en 2018. Les secteurs actuellement qui sont en 1AU donc, sont quasiment occupés. Et puis, le peu de dents creuses qui existent, ce sont en général plus ou moins des fonds de jardin. Donc, voilà, ce qui nous amène effectivement aujourd'hui à vous solliciter donc, pour vous demander donc, que cette zone 2AU puisse bénéficier effectivement aujourd'hui donc, sur un certain parcellaire, parce que la zone fait 4,6 hectares, donc sur 1,5 hectare, qu'on puisse, donc, dans une consommation raisonnée, permettre d'urbaniser. Voilà, je ne sais pas si le maire de Château-Guibert veut apporter des précisions. Je pense que vous avez bien résumé la situation. Je pense sur les échos que j'ai avec les notaires autour de la commune, le lotissement sera très très vite occupé. Donc voilà, c'est vrai qu'on a demandé qu'1,5 hectare sur les 4 hectares, parce que je pense que ça correspond aux besoins sur les 2-3 années à venir, sachant qu'il y a aussi un lotissement privé qui semble vouloir se développer. Donc grosso modo, on devrait avoir une trentaine de logements, ce qui nous permettra de faire aussi du logement social, évidemment, avec Vendée Habitat. Donc voilà. Pour le vote, je pense qu'on ne se prononcera pas, évidemment. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. Donc, on va vous soumettre la délibération. Donc, proposer de prescrire la modification numéro 1 donc, du PLU de la commune de Château-Guibert, de dire que la modification a pour objet l'ouverture à l'urbanisation de 1,5 hectare de la zone 2AU du pont Hainaut, qui totalise une superficie de 4,6 hectares, de mettre à jour l'OAP numéro 2 en vigueur sur ce secteur, de supprimer l'emplacement réservé numéro 1 qui n'est plus adapté à l'aménagement de la zone, et de mettre en rapport à jour la présentation du rapport de présentation, et notamment le tableau des surfaces, à la liste des emplacements réservés, et enfin d'indiquer que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet et notifiée au PPA, et fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes et en mairie de Château-Guibert durant 1 mois, et mention sera faite dans un journal diffusé dans le département. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. On vous en remercie pour la communauté de communes et la commune de Château-Guibert. De Château-Guibert. Très bien, merci beaucoup. Alors, les délibérations qui viennent, les quatre qui viennent sont du même ordre et elles font suite au Conseil communautaire du 21 octobre 2021 des acquisitions de parcelles opérées par la communauté de communes dans le but de les rétrocéder ensuite à des entreprises. Donc la première concerne une demande de la SCI au Bon Passage, donc sollicitée par Monsieur Baillevert. Et si vous voulez bien, j'irai aux cartouches directement puisqu'on l'a déjà vu le mois dernier. Donc il vous est proposé de céder une emprise foncière d'environ 266 m² à détacher de la parcelle cadastrée section ZT 103
Systémement l'Argelique dans la zone d'activité économique des Roches sur la commune de Luçon au prix de 2 580 € hors taxe plus TVA sur marge, au profit de la SCI au bon passage avec faculté de substituer toute personne morale mandatée par cette dernière, étant précisé qu'une division parcellaire est en cours et que les frais notariés dus sur la présente cession seront à la charge de l'acquéreur, de m'autoriser à signer l'acte notarié ou tout document relatif à cette vente ou en cas d'absence, que je puisse me faire représenter par l'un des vice-présidents. Pour rappel, on avait acheté une parcelle d'un montant de 6 800 € et là, on la partage, on la divise en deux, une fois 266 et puis la délibération qui est sur 558. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant concerne la même parcelle initiale, mais cette fois c'est pour une vente au profit de la SCI ERIA. Et donc, il vous est proposé de céder une emprise foncière de 558 mètres carrés à détacher de la parcelle cadastrée section 7D103 à l'Argelique dans la zone d'activité économique des Roches sur la commune de Luçon au prix de 5 160 € hors taxe plus TVA sur marge, au profit de la SCI ERIA avec faculté de substituer toute personne morale mandatée par cette dernière, étant précisé qu'une division parcellaire est en cours et que les frais notariés dus sur la présente cession seront à la charge de l'acquéreur, et puis de m'autoriser à signer l'acte, et puis éventuellement qu'un vice-président puisse me représenter en cas d'absence. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. La délibération suivante est du même ordre, mais on va sur la commune de Mareuil-sur-Lay, et c'est au profit de la SARL Moreau-David, c'est sur la zone d'activité des Bourrelières. Et donc, on a donc acquis, je ne sais pas si vous voyez, c'est sur la zone d'activité Bourrelières, il y a un bâtiment qui contient 3 cellules. Il y avait une cellule qui restait disponible depuis fort longtemps. On a eu donc la demande de la SCI Moreau. On a donc acquis cette cellule sur la commune de Mareuil-sur-Lay pour la rétrocéder donc à l'entreprise. Il vous est donc proposé, et pour mémoire, donc l'acquisition auprès de la commune de Mareuil-sur-Lay était au prix de 102 800 € plus les frais notariés 2 200 €. Il vous est donc proposé de vendre l'ensemble immobilier tel que décrit ci-avant à la SARL Moreau-David, représenté par messieurs Moreau et David, avec faculté de substituer toute personne morale mandatée par ces derniers, au prix de 105 000 € plus TVA sur le total, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de SARL Moreau-David. Ensuite, évidemment, de m'autoriser à signer l'acte notarié ou tout document et à autoriser un vice-président à me remplacer en cas d'absence. Y a-t-il des questions? Non, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et puis la dernière délibération sur les ventes de parcelles concerne la commune de l'Aiguillon-sur-Mer au profit de l'entreprise Monsieur Peigné. Il faut que Laurence sorte. Ouais. Donc là, merci Laurence, ça concerne donc une emprise foncière de 204 mètres carrés à détacher de la parcelle qui faisait d'une superficie totale de 11 161 mètres carrés. Je vais aller aux cartouches directement, puisqu'on l'a déjà validé donc le 21 octobre. Il vous est proposé de céder la parcelle cadastrée section AK 286 sur sur la commune de l'Aiguillon-sur-Mer d'une superficie de 3 centiares à la société Généris, avec faculté de substituer toute personne morale mandatée par la dernière au prix de 3 800 € hors taxe, plus TVA sur le prix total, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur, et de m'autoriser évidemment à signer l'acte ou un vice-président à ma place. Y a-t-il des questions? Je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie et on va dire à Laurence de revenir. Alors, je bascule sur le point suivant.
qui est donc une proposition de mise à disposition de locaux communautaires au profit du centre de gestion de la Vendée, avenue Maréchal Delattre de Tassigny sur la commune de Luçon. Ça concerne donc une demande du centre de gestion et ça concerne plus précisément le service de médecine préventive. Il vous est donc proposé d'accepter la mise à disposition de cet espace, mais comme vous le savez, l'occupation du domaine public donne lieu au versement d'une redevance et pour ce faire, je vous propose donc de fixer la redevance due par l'occupation d'une partie des locaux communautaires 14 avenue du Maréchal Delattre de Tassigny à Luçon par le centre de gestion de la Vendée, service de médecine préventive, à un montant de 175 € mensuels, étant précisé que les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux mis à disposition seront acquittés par la collectivité. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie et je passe au point suivant que Laurent devait présenter, mais il est absent ce soir. Et ça concerne une convention quadriennale de partenariat et de financement pour la période 2021-2024 pour la valorisation de la Vélodyssée. Vous le savez, la Vélodyssée, c'est un itinéraire qui nous traverse. C'est la plus longue véloroute qui traverse la France avec 1200 km. Et donc, le collectif Vélodyssée propose aux EPCI qui sont traversés par cet itinéraire de s'inscrire dans de nouvelles conventions de partenariat, donc sur une période de 4 ans. Ce partenariat, il permet au territoire d'être acteur sur plusieurs champs. D'une part, évidemment, sur le volet touristique, on sait que la Vélodyssée est extrêmement empruntée. Ce sera un soutien aussi sur le volet communication, sur le volet technique et puis sur le volet économique. C'est-à-dire on sera associé à toutes les décisions qui sont prises dans le cadre du travail sur la Vélodyssée. Il est proposé à l'Assemblée de s'engager au sein du collectif Vélodyssée en signant une convention avec Charente Tourisme qui assure le pilotage et la coordination de ce partenariat. Cette convention, elle nous engagerait pour les 4 années. Le montant total de la participation, il est de 16 000 € et donc 4 000 € par an sur cette période 2021-2024. Et de fait, il vous est proposé de m'autoriser à signer la convention de partenariat et de financement relative à la coordination et aux actions de la Vélodyssée avec Charente Tourisme pour la période 2021-2024 et de prévoir les inscriptions budgétaires correspondantes. Y a-t-il des questions? Non. Écoutez, on essaiera tous d'aller emprunter un petit peu de la Vélodyssée. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie à l'unanimité et je passe la parole à Jam. Oui, donc tout à l'heure, je t'ai rendu la 18 au lieu de la 8. Je trouvais que ça n'a pas allé si vite. Voilà, je m'en excuse. Hein. J'étais obnubilé par la 18. Donc c'est la prolongation du programme d'aide de Vendéo au soutien à la réhabilitation des assainissements non collectifs. Tout à l'heure, on était sur le collectif. Bien, donc c'est une... Vendéo a engagé depuis plusieurs années donc, une politique de reconquête de la qualité des eaux, et donc les actions de sensibilisation et de redéfinition des périmètres de protection autour des barrages et des captages. Alors l'une d'entre elles est l'attribution sous condition d'aide financière pour la mise en conformité des installations d'assainissement non collectifs pour les particuliers sur les zones de périmètre de protection rapprochés des captages et de retenue d'eau potable. Alors sautez pas au plafond, les périmètres de protection rapprochés sont rapprochés, hein, donc pas éloignés. Parce que tout le monde pense que ça peut être très éloigné. Non, c'est très rapproché. Voilà, donc c'est un programme qui existe. Donc il arrive à son terme de 3 ans. Et donc il est souhaité de réitérer ce programme pour 3 années supplémentaires. Pour mémoire, l'aide attribuée donc, est de 20% d'un coût plafond, total de 8 500 € DTC. Voilà, avec des conditions. Les installations existantes sont non conformes à la crise sanitaire ou environnementale selon la grille nationale. Donc là aussi, ça en élimine quelques-uns. Et puis ça peut passer à 50% pour les installations non concernées par les aides du 11e programme de l'Agence de l'eau qui disparaît de jour en jour. Donc il y a plutôt 20% qui sont prévus. Voilà. Si vous voulez bien, Madame la Présidente, je vous laisse
faire voter, puis je réponds aux questions. Oui, Jeanne, j'ai une question, s'il te plaît. J'ai cru comprendre que toutes les communes n'étaient pas concernées, dont la mienne. Comme tu le sais, donc on met en place les contrôles de bon fonctionnement. Ça va arriver sur l'ensemble des communes concernées par des assainissements individuels. Donc, je le dis un peu trivialement, mais moi j'essuie les plâtres, on le sait. Aujourd'hui, quelles réponses on peut apporter, ou quelles réponses on pourrait apporter dans le cadre d'assainissements non conformes, puisqu'on le sait, on a délibéré au sein de cette assemblée pour un contrôle qui va coûter 160 €. Et le reproche qui nous est formulé aujourd'hui directement auprès de l'EPCI par la population, c'est on vient chez nous, on passe un quart d'heure, 20 minutes, on nous dit l'assainissement n'est pas conforme, mais pour autant, derrière, on n'a pas de levier pour pouvoir remettre en état notre assainissement. Donc la question, c'est, j'entends qu'il y ait des enjeux environnementaux et que des secteurs doivent être privilégiés, mais pour les collectivités qui ne le seraient pas, qu'est-ce qu'on peut, à quelle réponse on peut apporter aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on est dans une période un peu difficile, avec une augmentation sensible du prix des carburants, on est en fin d'année, et certes, ramener sur 8 ans, ça fait 20 € par an, mais pour autant, c'est pas la perception qu'en ont aujourd'hui les administrés, et j'en parle en connaissance de cause, parce qu'il y a une vraie levée de bouclier sur la commune des Magny-Ranier. Donc on essaye de faire preuve de pédagogie, d'expliquer l'intérêt, les enjeux, mais pour autant, je pense qu'il sera important qu'on réfléchisse collectivement, parce qu'aujourd'hui c'est comme demain, d'autres communes essuieront certainement, je dirais, les foudres de la population. Donc comment on peut y répondre? Parce que ça me semble un vrai enjeu aujourd'hui, à la fois environnemental et économique. Merci. Ouais, j'ai pas de réponse toute faite. Aujourd'hui, vu de l'État, l'État, c'est un grand mot. Hein. J'ai l'impression qu'on met tout sur l'État, mais les aides disparaissent les unes après les autres pour ces agissements non collectifs. Hein, c'est une partie intégrante de votre maison, comme votre voiture doit être contrôlée de temps en temps, sinon elle n'a pas le droit de rouler. Cet assainissement, c'est une partie intégrante de votre maison. J'estime qu'aujourd'hui, il doit être aux normes. Hein, sinon, vous risquez d'avoir des procès ou peut-être une pollution avérée. Et votre voisin porte plainte, le maire n'aura pas d'autre solution que de poursuivre cette plainte. Voilà. Les aides aujourd'hui disparaissent les unes après les autres. C'est pas faute d'avoir secoué un peu le cocotier un peu haut. Hein. On a réussi donc à l'agence de l'eau de maintenir certaines aides qui malheureusement sont en train de fondre comme neige au soleil, hein, qui sont plutôt sur des secteurs prioritaires. Donc là c'est des captages. Il y a aussi donc pour les usages baignade, conchiculture et pêche à pied, mais il faut avoir des profils de baignade, donc ça se fait pas comme ça. Hein, ou des profils de vulnérabilité, ce qu'on appelle donc une étude qui démontre que la bactériologie est un point sensible pour la conchiculture, ce qui existe sur le territoire. Mais alors après, jusqu'où va-t-on dans les aides sont en train de disparaître. Certains territoires communautaires ont décidé d'apporter donc une aide complémentaire. C'est pas fait chez nous. Maintenant, pourquoi ces aides tombent aussi les unes après les autres? Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 11 500 assainissements non collectifs sur la communauté de communes Sud Littoral. S'il faut donner 2 000 € ou 3 000 ou 5 000 €, c'est quelque chose qui est budgétairement insoutenable. J'ose pas dire le nombre d'assainissements non collectifs sur le territoire Loire-Bretagne ou même en Vendée. Ce qui veut dire que c'est impossible financièrement d'aider, je pense. Donc, ou alors c'est du saupoudrage. Hein, voilà ce qu'il en est dit. Après, je conçois que ça peut inquiéter qu'on contrôle, mais je vous rappelle que c'est obligatoire. Hein, quand même, moi, je serais peut-être même quelqu'un qui serait favorable à ce que ce ne soit pas les comités de communes qui contrôlent, hein, que c'est les usagers qui ont l'obligation de contrôler, qui le font. Et puis, s'ils ne sont pas aux normes, ils se font attraper, comme moi, je me suis fait flasher l'autre jour, quoi. Je roulais trop vite, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et après, je vous rappellerai quand même qu'on est tous responsables de la qualité de l'eau qui est en dessous de nous. Donc, on s'occupe pas beaucoup de savoir, quand on ouvre nos robinets, d'où elle vient. Et on s'occupe encore moins de savoir, quand on a tiré la chasse d'eau, où elle va.
Hein. Et je sais qu'il y a des territoires qui ont l'impression de ne pas faire partie de ceux qui polluent, hein, mais tout le monde a sa part de responsabilité dans tout ça, donc ça fait partie, pour moi, je reviens au début, intégrante de la maison. Comme vous faites une cuisine incorporée, vous devez avoir votre assainissement aux normes, hein, avec, je conçois quelquefois, je pense qu'ils passent plus que 5 minutes, hein, ils passeront plus que 5 à 10 minutes hein, pour contrôler, et puis ils vont vous donner des conseils hein, pour faire, et vous ferez ou vous ferez pas, avec le risque de 1, de se faire attraper si vous polluez, et de 2, eh ben, de polluer et puis de continuer. Est-ce que je peux répondre d'autre chose que cela, moi hein, je me bats, moi, pour essayer d'avoir des aides, mais franchement, c'est insoutenable au niveau budgétaire. Est-ce qu'on sait le nombre de... sur notre territoire de... Mais non, puisque je vous rappelle que on a voté tous les 8 ans un contrôle de bon fonctionnement, hein, et il y a des années que c'est pas fait pour certains territoires, hein, qu'on est en retard, hein, donc on veut essayer de rattraper ce retard donc, par ces contrôles qu'on a lancés, et donc on le saura au bout des 8 ans. Hein, sachant que quand même une grande partie, aujourd'hui, se fait dans les ventes. Oui, hein, tout à fait. et donc... c'est à la vente qu'on le voit, et je vous rappelle qu'il y a une obligation de réaliser les travaux suite à une acquisition ou une vente. Hein, c'est une obligation. Donc là aussi, le travail n'est pas toujours fait, et les maires ne sont pas au courant, quelquefois, de la réalisation ou non de ces travaux, ce qui n'est pas normal. Voilà. Que ce que je vous dise de plus, moi j'ai pas le porte-monnaie pour vous aider. Si la commune décide de mettre 1 000 € par installation, ce qui fait peu, hein, monsieur le vice-président, vous pouvez le décider. Oui, ça s'équilibre normalement. Non, mais c'est vrai qu'on sait très bien qu'il y a des territoires sur lesquels ça fait 13 ans que ça n'a pas été fait. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, on arrive à l'instant T où on s'est engagé à le refaire tous les 8 ans. Donc voilà, il faut lancer le cycle. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de retard à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? C'est bon. Jam, tu peux mettre aux voix. Ah bon. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Très bien. Je vous remercie. Je passe au point suivant, qui concerne l'organisation du temps de travail sur les 1607 heures. Vous le savez, la loi du 12 2019 sur la transformation de la fonction publique impose aux collectivités territoriales de mettre fin à tous les avantages horaires afin de respecter un temps de travail annuel de 1607 heures, et cela au plus tard au 1er janvier 2022. Donc, il y a un travail évidemment qui a été mené sur notre comité de communes avec les membres du CODIR et puis le comité technique, et les éléments qui vous sont proposés ont donc été validés le 13 septembre 2021. Donc, il vous est proposé de valider les modalités d'organisation du temps de travail suivantes. L'abrogation de toute délibération antérieure relative au temps de travail des agents. Le respect d'un temps de travail annuel commun à tous les agents de 1607 heures pour un temps complet, sauf pour les agents de collecte des OM qui conservent leur dérogation pour travail pénible et de nuit à 1575 heures selon la délibération du 24 février 2010, incluant la journée de solidarité. La journée de solidarité reste fixée le lundi de la Pentecôte. Ce jour n'est donc pas chômé. Cependant, possibilité de fermer un service si tous les agents posent un congé. Obligation d'un suivi horaire sur un fichier Excel pour vérifier la réalisation des 1607 heures pour tous les agents. Suppression du jour supplémentaire attribué par la présidente, mais possibilité de fermer un service si tous les agents posent un jour le vendredi de l'Ascension. Souplesse dans l'organisation du temps de travail selon les besoins du service. Annualisation pour les services avec différents pics d'activité, cycle hebdomadaire pour tous les autres services avec 2 formats possibles, 35 heures ou 37 heures plus 12 jours de RTT, qui sont calculés au prorata du temps de travail pour les temps partiels, possibilité d'aménagement hebdomadaire sur 4 jours ou 4 jours et demi. Les droits à congé sont alors recalculés sur la durée de présence hebdomadaire, soit 20 jours pour 4 jours de présence et 22 jours et demi pour 4 jours et demi de présence. Le choix d'organisation du temps de travail pour un agent est validé par le responsable de service selon les nécessités de service et révisable chaque année. Ces modalités prendront effet à compter du 1er janvier 2022. Y a-t-il des questions ? Non ?
Donc je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, on reste sur le temps de travail, ou tout du moins les modalités de télétravail au sein de la communauté de communes, puisque après une expérimentation d'1 an, après aussi la crise Covid qu'on a traversée, qui a quand même beaucoup chamboulé les modalités de travail, et une instauration du télétravail plus généralisé, il s'avère nécessaire de modifier certaines modalités. Donc il vous est proposé de la suppression d'une ancienneté de 12 mois, c'est ce qu'on avait antérieurement ici, c'est-à-dire qu'il fallait avoir travaillé 12 mois pour avoir droit au télétravail, et puis suppression aussi de la condition d'occuper un emploi à temps plein sur 5 jours. La seule condition est d'être présent 2 jours par semaine, comme le prévoit la réglementation. Il vous est donc proposé d'approuver la modification des modalités du télétravail au sein de la collectivité pour une application à compter du 1er décembre 2021, d'approuver la charte modifiée précisant les critères d'éligibilité et les modalités de mise en œuvre présentées en annexe, m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui, il y en a, oui, il y en a beaucoup. En fait, elles font une demande pour une journée, voilà, qui est posée. On en a, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément instauré au niveau de la communauté de communes ces dernières années. La crise Covid est arrivée, donc on s'est organisé pour que du coup le télétravail soit mis en place selon la réglementation pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on voit qu'on a beaucoup d'agents qui nous sollicitent pour une journée par semaine. C'est possible d'une journée à 3 jours. Une journée, nous, on fait pour le moment. En fait, sur la délibération précédente, il fallait être présent au sein de la collectivité 12 mois et être à temps complet sur 5 jours. Aujourd'hui, on considère qu'à condition d'être présent 2 jours par semaine, on peut solliciter du télétravail. Mais il y a des missions qui sont compatibles avec le télétravail, d'autres qui ne le sont absolument pas. En fait, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est écrit que voilà, faut voir avec le chef de service comment est-ce que ça peut s'opérer. Il y a des métiers, sur des professions, des missions sur lesquelles on n'aura jamais de télétravail. Je vais vous parler des maisons d'enfants, je vais vous parler des médiathèques. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'organisera jamais. Par contre, après, il y a des services sur lesquels ça ne pose aucune difficulté. Voilà. Bon, on va voir ça après, c'est le travail qui, pour le moment, enfin voilà, on avance progressivement. À chaque fois, c'est une expérimentation. À chaque fois, on voit comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, c'est aussi important la présence. Enfin, dans le travail, et on s'est rendu compte aujourd'hui, c'était au-delà d'être dans l'air du temps, c'était pertinent. Ça évite les déplacements. Ça a beaucoup aussi de vertus. Mais le présentiel, à mon sens, doit être préservé aussi. C'est important de travailler. De se croiser, de travailler ensemble, d'échanger sur des problématiques. Y a-t-il d'autres questions? Non? Quel cas je soumets à votre approbation. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Ensuite, on est sur le point suivant, sur le versement d'une indemnité horaire pour travail normal de nuit. Donc vous avez donc les conditions d'octroi pour cette indemnité, avec le montant horaire de référence au 1er janvier 2002 qui était 0,17 € par heure. Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents occupant certaines fonctions lorsqu'un travail intensif est fourni, soit le taux est à 0,80 € par heure. Aucune modulation ne peut être faite. Et donc, il vous est proposé de prendre acte des dispositions relatives au versement d'indemnité horaire pour le travail de nuit, normal de nuit, et d'attribuer aux agents qui peuvent y prétendre le versement de cette indemnité, de m'autoriser à signer les documents. Donc, vous l'avez vu, c'est pour un service normal qui est exercé entre 21 h et 6 h du matin, dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire du travail. Y a-t-il des questions? Non, je soumets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant sont les modalités de remisage des véhicules de service. Il vous est donc demandé d'adopter des modalités de remisage des véhicules de service.
Sur les autorisations pour des raisons de facilité d'organisation, dans le cadre de leur mission, certains agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule de service à leur domicile. Vous avez ensuite les conditions de remisage ou l'usage privatif du véhicule est strictement interdit, et puis d'autres items que vous avez, et puis la liste des fonctions qui ouvrent droit à la possibilité de remisage à domicile concerne le directeur général des services, les agents en astreinte pendant la durée de leur astreinte et à titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle. Il vous est donc proposé d'autoriser le remisage permanent au directeur général des services, d'autoriser le remisage ponctuel aux agents pendant leur astreinte et aux agents ou élus en mission ponctuelle et de valider les modalités de remisage indiquées dans la présente délibération, de m'autoriser à accomplir les formalités et signer les documents nécessaires, les actes nécessaires. Y a-t-il des questions ? Non, je soumets à votre approbation. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la mise en place du contrat groupe assurance statutaire du personnel proposé par le centre de gestion de Vendée pour la période 2022-2025. C'est quelque chose qu'on a regardé aussi dans nos communes, donc je vous ferai grâce de la lecture évidemment du rapport. Vous le savez, le taux de cotisation il est proposé par l'assureur, il s'applique selon la masse salariale, et donc le centre de gestion propose de réaliser pour le compte de la collectivité la gestion du contrat et des sinistres auprès de l'assureur. Donc vous avez les dispositions pour les agents affiliés à la CNRACL. Donc vous avez aussi, il est inscrit que ce taux est garanti durant les 2 premières années. Vous avez le détail des taux qui est à 2,93. Il est donc garanti pour les 2 premières années 2022-2023 et puis il est révisable en fonction de l'évolution de la sinistralité jusqu'en juillet 2023 pour une prise d'effet ensuite au 1er janvier 2024. Vous avez ensuite la proposition pour les agents qui sont affiliés à l'IRCANTEC et la convention de gestion avec le centre de gestion de la Vendée. Il vous est donc proposé d'approuver l'adhésion au contrat groupe d'assurance statutaire 2022-2025 proposé par le centre de gestion de la Vendée à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 selon les modalités ci-dessus, et puis de m'autoriser à signer les documents nécessaires. Y a-t-il des questions? Non? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. J'en ai terminé avec les points formels. Y a-t-il des questions? Non? Eh bien, dans ces cas-là... Alors, vous avez vu qu'on a des nouvelles petites bouteilles. Nous avons répondu à votre demande de ne plus utiliser de plastique. Donc, voilà. On a des petites bouteilles en verre sur les conseils communautaires qui vous seront... qu'on laisse, qu'on n'emmène pas, non, qu'on laisse, et qui vous seront remises, bien sûr, à chaque conseil communautaire. Pardon? Alors, René, quand vous partirez à la retraite, c'est volontiers que nous vous offrirons une petite bouteille. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres points, je referme ce conseil communautaire. Je vous remercie et vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors, pour mémoire, le mois prochain, on a inscrit pour le moment 2 conseils, un le 9, un le 16. On reviendra vers vous très rapidement pour voir si celui du 9 est maintenu. On avait pris cette précaution de prendre date. Selon les points qui seront inscrits, voilà, nous jugerons de l'opportunité ou pas de maintenir ce conseil. On revient vers vous au plus vite. Merci beaucoup.